Parce qu'on ne peut pas toujours avoir une bibliothèque avec soi, parce qu'on n'a pas toujours envie de lire, parce qu'on aime bien quand ce sont les autres qui nous racontent une histoire, faisons un voyage dans les bois du roman et d'ailleurs, un voyage en littérature. Bonjour, le jeu dit lecture, ça fait du bien. Avant de plonger dans les mers du Sud avec Jack London, un point sur le Vendée Globe. La majorité de la flotte donc, a franchi l'équateur, ce qui fait que maintenant, pour eux, tout change. En effet, l'étoile polaire n'est plus visible et on peut observer les 5 étoiles de la Croix du Sud. Ce n'est plus l'automne, mais le printemps. La Lune ne montre pas la même face et anticyclones et dépressions ne tournent pas dans le même sens. Il faut s'y faire. L'anticyclone dans l'hémisphère sud tourne désormais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est le cas de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui oblige les marins à le contourner en longeant les côtes du Brésil afin de redescendre plein sud et est, direction le cap de Bonne-Espérance. Alors, à voir la carte de l'océan Atlantique, on pourrait croire qu'il est vide de terre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous avez bien regardé, il y avait un petit point rouge noté Sainte-Hélène. Il s'agit de l'île de Sainte-Hélène, île sur laquelle Napoléon fut exilé, et des petites îles comme celle-ci, il y en a quelques-unes en Atlantique, comme nous le montre sur cette photo Clarisse Kremer. Là, il s'agit de Trindade et Martin Vaz. Îles très peu fréquentées, elles appartiennent aujourd'hui au Brésil, autrefois à l'Empire britannique. Darwin y fit escale en 1832. Et ces petites îles et archipels sont en réalité beaucoup plus nombreuses dans le Pacifique. Et c'est sur l'une d'elles, plus précisément un atoll, c'est-à-dire une île entourée d'une barrière de corail, celui donc d'Ikuero, j'essaye de prononcer correctement, dans l'archipel de Tuamotu, pas facile à dire non plus, qui se trouve en Polynésie française, que Jack London nous entraîne donc dans ce conte intitulé La maison de Mapui, où une perle rare attire bien des convoitises et où un ouragan changera bien des destins. Pour ce conte, Jack London tire la matière de son récit dans des faits réels. Ikueru est bien une île fréquentée par des pêcheurs de perles, et elle fut bien dévastée par un ouragan en 1903. Plongeons tout de suite dans cette île, du côté des mers du Sud, avec les personnages de Jack London. J'essuie un tout petit peu mes lunettes pour y voir quelque chose. Voilà. La maison donc de Mapui. Ses lignes lourdes et sa silhouette pataude n'empêchaient pas la goélette de commerce Laorai d'évoluer avec aisance sous la brise légère qui la mena docilement au vent d'Ikueru, où son capitaine, aux abords de la barre du chenal, mit à la cape. Alors, mettre à la cape, ça veut dire mettre le bateau dans une certaine position face au vent, de telle façon à ce qu'il ne bouge plus. Il y a un réglage de voile spécifique à faire. La poussière de coraux formait en effet une ceinture très basse sur l'eau, avec ses 100 yards de large et sa circonférence de 20 milles n'émergeant que de 3 ou à 5 pieds au-dessus de la pleine mer, et entourait un vaste lagon uni comme un miroir dont le fond regorgeait d'huîtres perlières. Par-delà l'anneau étroit, du reste, on apercevait du pont de Laorai des plongeurs au travail. Mais le lagon n'offrait aucune passe praticable à une goélette. Seuls quelques cotres. Les cotres, ce sont des petits voiliers avec un seul mât et 2 focs. Poussés par un vent favorable, pouvaient se risquer à travers le chenal étroit et peu profond qui le faisait communiquer avec la haute mer. Les goélettes restaient à croiser au large et se contentaient d'envoyer à terre leurs embarcations. Laorai détacha rapidement un de ses canots où avaient sauté une demi-douzaine de matelots à la peau bronzée, ceints de pagne écarlate. Ils se mirent à souquer tandis que s'installait au gouvernail un jeune homme,
vêtu de l'ordinaire costume de toile blanc qui signale les Européens sous les tropiques. Européen, il ne l'était point pourtant totalement, on devinait à la teinte mordorée de sa peau, plutôt claire malgré tout et hâlée par le soleil, le sang polynésien qui coulait dans ses veines, et des éclairs d'or passaient par instants dans le bleu délavé de ses yeux. Ce jeune homme était Raoul, Alexandre de son prénom, le plus jeune fils de Marie Raoul, la riche Quateronne qui possédait à Tahiti et faisait naviguer à son compte une demi-douzaine de goélettes de commerce, toutes semblables à l'Aoraï. Franchissant à force de rames les tourbillons et le bouillonnement du ressac, le canot fit son entrée dans le calme miroir du lagon. Raoul sauta sur le sable blanc où l'accueillit un indigène. Ils se saluèrent. L'homme de haute taille avait une carrure magnifique, mais le moignon qui lui restait au bras droit, et d'où émergeait à nu de plusieurs pouces un os blanchi par les ans, indiquait à l'évidence que l'homme avait fait un jour la rencontre d'un requin, lequel avait mis fin à sa carrière de plongeur et l'avait transformé en un pauvre hère qui ne vivait que de menus pourboires. Alex, dit-il, connaissez-vous la nouvelle? Mapui a trouvé une perle. Oh, une perle! Jamais sa pareille n'a été pêchée à Iquiru, ni dans les Pomotou, ni nulle part ailleurs. Achetez-la lui. Il l'a encore en main. Et n'oubliez pas que vous tenez de moi le renseignement. Mapui est un naïf et vous obtiendrez la perle à bon compte. N'auriez-vous pas un peu de tabac? Raoul remonta la grève jusqu'à une paillote enfouie dans le vaste feuillage d'un pandanus. Subrécargue de sa mère, il avait pour mission de passer au peigne fin les Pomotou et d'en ramener ce qu'elle pouvait offrir de précieux, du copra jusqu'à l'écaille, à la nacre et aux perles. Ce n'était jamais que sa deuxième sortie en mer, comme jeune courtier, et tout à part, lui, il se tracassait. Serait-il, avec sa maigre expérience, évaluer la marchandise? Mais quand Mapoué lui présenta la perle en question, il eut peine à dissimuler sur son visage la surprise qu'il éprouvait à conserver l'impassibilité du marchand qui ne se laisse pas impressionner. Il faut dire que la perle lui en bouchait un coin. Elle avait le calibre d'un œuf de pigeon, sphère sans défaut. Elle présentait un orient opalescent où se jouait une palette infinie. En un mot, elle vivait. Jamais Raoul n'avait vu pareille splendeur, et quand Mapui posa la perle dans sa main, il la trouva étonnamment lourde, signe que l'objet était exceptionnel. Il tira une loupe de sa poche et minutieusement l'examina. Aucune tache, irréprochable. Même à l'abri de la grande lumière, la perle semblait irradier une douce lueur et briller comme la nouvelle lune. Elle montrait une telle transparence que lorsque Raoul l'eut plongée dans un godet d'eau, il eut grand mal à la repérer. De plus, elle avait gagné le fond d'un seul coup, ce qui laissait augurer un poids remarquable. Et tu en demandes combien? Fit-il d'un air détaché. Je veux, commença Mapouille. Derrière lui, encadrant sa figure sombre, se profilèrent d'autres visages tout aussi sombres, ceux de deux femmes et d'une jeune fille, prêtes à confirmer ses dires. Les trois penchaient la tête en avant avec une impatience à peine dissimulée, et leurs prunelles étincelaient de convoitise. Je veux une maison, continua Mapouille. Elle devra avoir un toit de tôle ondulée, et il y aura dedans une horloge à poids avec un beau cadran. Elle aura 6 toises de long et une véranda tout autour. Il faut qu'il y ait au centre une grande chambre avec une table au milieu et contre le mur l'horloge à poids, puis encore 4 chambres à coucher, 2 à droite et 2 à gauche, et dans chaque chambre un lit de fer, 2 chaises et une table de toilette. Derrière la maison, il y aura aussi une cuisine avec des pots, des casseroles et un fourneau. Et vous me ferez construire cette maison dans l'île Fakarava, qui est mon île. Et quoi encore? Demanda Raoul d'un air goguenard. Il faut encore une machine à coudre, déclara Tefara, l'épouse de Mapoui.
Et n'oubliez pas l'horloge, insista Naori, sa mère. C'est tout, prononça Mapui. Le jeune homme éclata de rire. Longtemps et de bon cœur il rit ainsi, mais ses éclats de rire ne l'empêchaient pas de se livrer mentalement à un petit calcul. Certes, il n'avait jamais bâti de maison de sa vie, et sa compétence sur ce point n'était guère étendue. Aussi, entre deux crises de rire, il additionnait le coût du voyage à Tahiti pour se procurer les matériaux, le prix des matériaux eux-mêmes, le prix du voyage à Fakarava, où il fallait les acheminer et les débarquer avant de songer à construire. En tenant compte des imprévus, il fallait compter 400 $ français, autrement dit 20 000 francs, voilà qui était hors de prix. Et comment être certain que la perle les valait? 20 000 francs, c'était une coquette somme, sans compter que ce n'était pas son argent, mais celui de sa mère. Mapoué, répondit-il, tu es un fou. Fais-moi un prix en espèces. Mais Mapouy secoua la tête et derrière lui, simultanément, les trois autres têtes firent de même. Je veux la maison, dit-il. Elle aura 6 toises de long, avec une véranda tout autour. Oui, 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 coupa Raoul. Je sais pour la maison, mais je ne marche pas. Je te donnerai 1000 $ du Chili. Sans mot dire, les quatre têtes firent non à l'unisson. Et 1000 $ encore du Chili en marchandises. Je veux la maison, répéta Mapouy. Et à quoi te servira-t-elle? Le premier ouragan venu la balayera. Tu sais là-dessus mieux que personne à quoi t'en tenir. Et à propos d'ouragan, le capitaine Raffi en annonce un pour bientôt. Pas à Fakarava. Là-bas, la terre est plus haute. Ici, peut-être, un ouragan peut balayer Ikuiru, mais moi, j'aurai une maison à Fakarava. Elle doit avoir 6 toises de long, avec une véranda tout autour. Raoul eut de nouveau droit à la description de la maison. Il passa plusieurs heures à tenter de chasser de la cervelle de Mapui l'obsession qui le hantait, mais la mère de Mapui, sa femme et la petite Ngakura, sa fille, le renforçaient dans sa résolution. Cependant, par la porte ouverte, et tandis qu'il écoutait pour la 100e fois les conditions requises pour la maison rêvée, Raoul aperçut le deuxième canot de la goélette qui ralliait le rivage. Pressés de repartir, les matelots ne quittèrent point leurs avirons. Seul le second de Laoraï sauta à terre, échangea 2 mots avec le manchot, qui était toujours en sentinelle sur la grève, puis se hâta vers la paillote de Mapouy, où était Raoul. Le jour s'était obscurci tout à coup, et une large nuée voilait la face du soleil. Par-delà le lagon, Raoul voyait ainsi se rapprocher le bouillonnement d'un vent qui ne lui disait rien de bon. Le capitaine Raffi déclara le second en guise de salut, vous fait dire qu'il faut que vous reveniez à bord, au plus vite. Et plus vite que ça. S'il y a de l'écaille à acheter, ça attendra. Voilà ce qu'il vous fait dire. Le baromètre a fait une chute de à 29,7. La rafale frappa le pandanus qui couvrait la paillote, puis se fraya un chemin parmi les cocotiers, les secouant follement et projetant à terre avec un bruit sourd une avalanche de noix. Ce fut alors la pluie qu'on vit au loin s'avancer, accompagnée par le rugissement d'un coup de vent, cependant que l'eau du lagon, striée de sillons mobiles, se soulevait en écume légère, pareille à des fumées blanches. Les premières gouttes tambourinaient sur les feuillages quand Raoul se leva d'un bond. Mapouy, dit-il, 1000 $ du Chili en espèces et en nature 200 autres dollars de la même monnaie. Je veux une maison, répéta Mapouy. Mapouy, hurla Raoul pour se faire entendre. Au revoir, tu es fou. Il s'élança hors de la paillote et, côte à côte avec le second, dévala la grève afin de rejoindre le canot. À travers la pluie tropicale qui, sur eux et autour d'eux, se déversait en nappes, l'embarcation n'était même plus visible. Ils ne distinguaient que le sable sous leurs pieds et la ruée des vaguelettes rageuses de la lagune qui battaient et mordaient la grève dans ce déluge céleste. Une silhouette apparut, c'était celle d'Ourou Ourou, le manchot. Avez-vous la perle hurla-t-il à l'oreille de Raoul. Mapoué est fou, répondit Raoul dans un autre hurlement. L'instant d'après, caché par le rideau diluvien, il ne se voyait plus. Une demi-heure plus tard, Ourou Ourou, continuant d'observer la mer, aperçut Laoraï qui, après avoir hissé ses 2 canots, gagnait le large, tandis qu'une seconde goélette, portée sur les ailes de la rafale, ralliait l'île à son tour et affalait un canot. Il la reconnut pour être l'Oro Enna,
appartenant au métis Toriki. Celui-ci n'avait d'autre suprécargue que lui-même, et à tout coup, il était en personne à la barre. Le manchot se prit à ricaner. Il n'ignorait pas, en effet, que Mapui devait au métis une assez forte somme d'argent pour des marchandises à lui livrées à crédit l'année précédente. Le ciel était complètement rasséréné et, sous le soleil torride, le lagon resplendissait de nouveau comme un miroir. Le vent aussi était tombé et l'air était poisseux comme de la gélatine. Il pesait sur les poumons de tout son poids et rendait la respiration difficile. Connaissez-vous la nouvelle demanda Uru Uru à Toriki. Mapui a trouvé une perle. Oh, une perle. Jamais sa pareille n'a été pêchée à Ikueru, ni dans le Pomotou, ni nulle part ailleurs. Mapui est un naïf. En outre, il vous doit de l'argent. Vous n'oublierez pas que vous tenez de moi le renseignement. N'auriez-vous pas un peu de tabac? Toriki fonça droit vers la paillote de Mapui. C'était un fort gaillard, doublé d'une brute épaisse. Il regarda d'un air distrait la perle admirable que lui tendait Mapui. Regarder est à peine le mot juste, car tout aussi distraitement il la fourra dans sa poche. Mapui, dit-il en guise de commentaire, tu es un vénard d'avoir pêché une aussi belle perle, je la porterai en compte à ton crédit sur mes livres. Il me faut une maison, commença Mapui, concerné. Elle doit avoir 6 toises de long, et ta sœur, riposta Toriki. Il me faut. Ce qu'il te faut, c'est payer tes dettes. Oui, tu me dois au total 1200 $ du Chili. Très bien. J'efface ton ardoise. On est quitte. En plus, je trouve un crédit de 200 autres dollars de même monnaie. Et si, à Tahiti, je trouve un bon prix de ta perle, je te porterai ton crédit à 100 $. Ce qui fait 300 au total. Mais attention, j'ai dit si la perle se vend bien. Il se peut que j'y laisse des plumes dans cette affaire. Mapui croisa tristement les bras sur sa poitrine et s'assit la tête basse. Toriki lui avait bel et bien subtilisé sa perle. Au lieu d'en tirer une maison, il avait tout bonnement payé sa dette, et la perle passait aux pertes et profits. Mapui, tu n'es qu'un âne, s'exclama Tefara, dès que le métis fut sorti. Oui, un âne batté, renchérit la mère. Pourquoi aussi es-tu allé lui mettre la perle dans la main? Ce n'est pas ma faute, gémit Mapui. J'avais une dette envers lui, et il savait que je possédais cette perle. Ce n'est pas moi qui le lui ai dit. Il l'a lui-même demandé. Quelqu'un certainement l'avait renseigné, et je lui devais de l'argent. Tu es un âne, chantonna Garuka, Gakura, pardon, comme un écho. La fillette n'avait pas plus de 12 ans. Elle avait dit cela sans réfléchir. Mal lui en prit, car ce fut sur elle que Mapui se soulagea de sa mauvaise humeur en l'envoyant tituber à l'autre bout de la pièce d'un orion bien senti, cependant que Tefara et Naori fondaient en larmes et s'acharnaient sur Mapui en reproches acerbes avec la volubilité ordinaire des femmes. Toujours en planton sur la grève, Uru Uru vit une troisième goélette s'approcher de l'île, jeter l'ancre en deçà des coraux et mettre à l'eau un de ses canots. Celle-là encore, il la connaissait, c'était le Hira. Jamais nom ne fut mieux trouvé, elle était armée par Lévi, le juif allemand, grand furteur de perles devant l'Éternel, et comme le savent tous les Tahitiens, Hira est le patron des pêcheurs et des voleurs. Connaissez-vous la nouvelle interrogea le manchot dès que Lévi, un gros homme aux traits épais et asymétriques, eut pris pied sur la grève. Mapui a trouvé une perle. Oh, une perle! Jamais sa pareille n'a été pêchée à Ekuiru, ni dans les Pomotou, ni nulle part ailleurs. Mapuu est un naïf. Il l'a vendu tout à l'heure à Toriki pour 1400 $ du Chili. J'écoutais du dehors et j'ai tout entendu. Toriki, lui non plus, n'y connaît rien. Vous pourrez avoir la perle pour une bouchée de pain, et n'oubliez pas que vous tenez de moi le renseignement. N'auriez-vous pas un peu de tabac? Où est Toriki à cette heure?
chez le capitaine Lynch en train de boire l'absinthe en sa compagnie, et tandis que Lévi et Turiki sirotaient leur absinthe en marchandant, Ourou, qui tendait l'oreille, surprit leur accord. Ils topèrent au prix prodigieux de 25 000 francs. À ce moment se mit à retentir du côté de la mer une série de coups de canon. C'étaient des signaux de danger de l'Oroena et du Hira, qui indiquaient par là que, pour n'être point jetés à la côte, il leur était nécessaire de prendre le large. Les 3 hommes sortirent à temps pour voir les 2 navires qui viraient de bord et prenaient le large, talonnés par les vagues blanchâtres, après avoir amené grand voile et clin foc. Bah, ils reviendront, dit Toriki, quand sera passée cette nouvelle rafale. Nous ferions mieux de dégager d'ici. Je me demande si le baromètre ne continue pas de baisser, observa le capitaine Lynch, vieux loup de mer à la barbe blanche, désormais trop âgé pour le service et qui avait appris par expérience que le seul moyen qu'il eût de vivre en paix avec son asthme était de s'installer à Ikuero. Il rentra jeter un coup d'œil à l'instrument. En l'entendant pousser un juron bien senti, les 2 autres se ruèrent à son côté et ne purent que constater que l'aiguille marquait 29,2. Ils ressortirent, plutôt inquiets cette fois, et se mirent à observer la mer et le ciel. La rafale était tombée, mais le ciel restait très chargé. Les 2 goélettes, toutes voiles dehors, et rejointes par une troisième, s'efforçaient de revenir vers l'île. Une saute de vent les incita à diminuer de toile, mais 5 minutes plus tard, un coup de vent, au sens contraire, les prit à revers, si bien que le choc emporta plusieurs poulies de leur baume. Le bruit du ressac devenait de plus en plus assourdissant, infernal, menaçant, tandis que la mer s'enflait fortement. Soudain, un éclair zébra le ciel, illuminant sa noirceur et éblouissant les 3 hommes, puis le tonnerre se mit à gronder sauvagement de tous les points de l'horizon. Toriki et Lévi coururent à leur embarcation, celui-ci trottant tel un hippopotame frappé de panique. Au moment précis où les 2 canots sortaient de la lagune, celui de Laoraï y rentrait. Assis à l'arrière et encourageant de la voix les rameurs, Raoul, hanté par l'éblouissante vision de la perle, s'en revenait donner à Mapoui le prix exigé par lui, c'est-à-dire la maison désirée. Il aborda sous le roulement effrayant du tonnerre et la bourrasque était si sombre qu'il buta dans le manchot. Trop tard, hurla Ourou. Mapoui l'a laissé à Turiki pour 1400 $ du Chili et Turiki l'a repassé à Lévi pour 25 000 francs. Et Lévi la vendra en France pour 100 000 francs. N'auriez-vous pas un peu de tabac? Raoul se sentit soulagé. Au fond, son problème de perle était derrière lui. Fini les soucis, même s'il n'avait pas emporté le morceau, mais il ne croyait pas Ourou. Mapoui pouvait bien s'être défait de la marchandise pour 1400 $ du Chili, mais que Lévi, qui s'y connaissait en perles, eût lâché 25 000 francs, voilà qui ne lui ressemblait pas. Afin d'en avoir le cœur net, Raoul décida d'aller chez le capitaine Lynch et de l'interroger. Il trouva le vieux marin, les yeux écarquillés devant son baromètre. Qu'est-ce que vous voyez demanda angoissé le capitaine en essuyant ses lunettes pour mieux s'assurer qu'il n'avait pas la berlue. 29,1, répondit Raoul. Jamais encore, dans ma vie, je n'avais vu cela. Ni moi non plus, grogna le capitaine Lynch d'une voix mal assurée. 50 ans durant, moussaillon et patron, j'ai bourlingué sur toutes les mers, et jamais, non jamais, je ne l'ai vu descendre aussi bas. Mais, écoutez, ils s'immobilisèrent un instant. Le rugissement des vagues sur les coraux devenait à ce point intense que la maison en tremblait. Puis ils sortirent. La rafale était passée. Laoraï, à 1 mille au large, était encalminée, mais les flots en fureur la ballottaient en tous sens. Un majestueux cortège de lames qui, venu du fond du nord-est, brisait furieusement contre la barrière corélienne. Un des rameurs qui l'avait accompagné à terre montra à Raoul la sortie du goulet en secouant la tête. Ce n'était qu'une blanche anarchie de rouleaux et d'écume.